il a besoin de vivre le déchirement. Parce que le déchirement est ce temps, cette période dans la vie de l'homme où il commencera à perdre de cette êtreté. Et lorsque commence l'homme à perdre son êtreté, il commence à être bien. Parce qu'il y a toujours un prix rattaché à l'êtreté, et c'est le succès. Et quand je parle de succès, je parle du succès de façon très vaste, de façon très universelle. Je parle de cet appétit qu'a l'homme de se manifester dans le miroir social pour développer la conviction qu'il a vécu sa vie à la hauteur de lui-même. Mais la hauteur de lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est toujours à la hauteur de la conscience expérimentale sociale collective à l'intérieur de laquelle il est enveloppé. Ce n'est jamais à la hauteur de lui-même. Pour que l'homme vive la vie à la hauteur de lui-même, il faut qu'il déchire la toile de la vie matérielle. Il faut qu'il déchire le pouvoir de l'astral sur sa vie matérielle. Il faut qu'il s'exonère et il faut qu'il soit complètement en liberté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans l'esprit de son intelligence. Et pour créer des formes nouvelles qui ne sont plus assujetties aux lois de la vie ni aux lois de la mort, c'est-à-dire qui ne sont plus affectées par les lois du succès, mais qui ne sont que le produit de la descente de l'esprit à travers le couloir de l'intelligence pour la manifestation sur un plan temporel qui est matériel, de l'énergie créative, de cette force. À ce moment-là, l'homme n'a plus besoin d'être té, il n'a plus besoin d'être. Alors, si l'homme n'a plus besoin d'être, qu'est-ce qu'il est? Il est intelligence. Si l'homme n'a plus besoin d'être, il est quoi? Il est intelligence. Et si un jour il fusionne, il est quoi? Il est cosmique dans son intelligence. Et si un jour il est cosmique dans son intelligence, il est quoi? Il est parfait. Et s'il est parfait, il est quoi? Il a accès à la servitude de sa perfection. C'est-à-dire qu'il a accès à la limite de sa perfection. C'est-à-dire qu'il a accès à toute la possibilité qui est intériorisée en lui par le rayon de la création sur ses corps sublimes. Il fait partie de la hiérarchie. Il travaille avec la hiérarchie. Il est un avec la hiérarchie. Il n'a plus d'être-té. Il a conscience universelle. Mais l'homme se donne là. L'homme se donne là parce que l'homme se donne l'impression d'avoir besoin de quelque chose pour soutenir une autre impression qui est en lui et qui fait partie de son intérieur. L'impression du succès. Et si l'homme perd contact avec cette image subliminale du succès, c'est comme s'il perd face. Et il ne réalise pas qu'il n'a pas besoin de succès. Tout ce qu'il a besoin, c'est de la créativité, autrement dit d'intelligence. L'intelligence manifestée devient automatiquement succès. Mais c'est une autre sorte de succès. Ce n'est pas un succès étrange provenant de la nécessité philosophique ou psychologique de l'être et de l'homme, c'est l'imposition dans la matière, dans la terre, sur le planétaire, des lois de l'intelligence, des lois de la lumière, des lois de l'esprit. Ce n'est plus le même succès. C'est simplement de la créativité. Si on veut parler de son succès, bon, on parle de son succès. Mais lui, il n'a plus besoin de ce succès. Parce qu'il n'est plus sur la terre. Il est dans les terres. Utilisant le corps matériel pour canaliser l'énergie de l'esprit de l'éther vers la terre. Et c'est ainsi que l'homme créera la nouvelle société. Mais cette société-là ne sera pas régie par l'être-té de l'homme. Elle sera régie par l'intelligence dans l'homme. Et à ce moment-là, l'homme vivra bien sur le plan matériel comme il vivra bien dans les terres. Parce que l'homme doit bien vivre. Pourquoi il doit bien vivre? Parce que c'est intelligent de bien vivre. Et pourquoi c'est intelligent de bien vivre? Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de vivre que de vivre intelligemment. Si on ne vit pas intelligemment, on ne vit pas à la mesure de l'intelligence. Si on ne vit pas à la mesure de l'intelligence, on vit selon une mesure quelconque d'ignorance. De là la pauvreté. Et de là le besoin du succès pour renverser cette loi planétaire qui afflige l'homme à cause de son êtreté et à cause de son manque d'intelligence. De là la course au succès. De là le cardiaque à 45 ans qui s'enche. Et ça, c'est l'histoire de l'homme. C'est l'histoire de toutes les civilisations, mais c'est l'histoire encore plus prenante et plus pragmatique de l'homme moderne d'aujourd'hui.
L'homme doit apprendre un jour que son utilité sociale n'est en fonction que de son besoin social. Mais lorsque l'homme a réinventé la forme et qu'il n'a plus de besoin social, et qu'il réinvente la forme pour créer une nécessité sociale, il n'a plus besoin de vivre sa vie à l'intérieur du social comme il la vivait auparavant. Il a changé les conditions pragmatiques de sa relation avec la société. Alors, automatiquement, il est libre dans son esprit d'utiliser son intelligence en fonction de l'esprit de cette intelligence. Il commence à connaître le pouvoir de l'invention nouvelle qui éventuellement l'amènera au pouvoir de la créativité de l'homme de la sixième race. Mais l'homme trouve tellement difficile de se rapprocher de lui-même parce qu'il est trop enraciné dans son être-té. Son être-té est la mesure de ce qu'il fait. Son être-té est la mesure de ce qu'il pourrait perdre s'il faisait autre chose. Son être-té est la mesure de ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui et qu'il voudrait faire. Son être-té est la mesure de tout ce qu'il est. Autrement dit, son être-té est la mesure de son état d'esprit qui est totalement anti-homme, qui est astral. Toutes les convictions de l'homme sont le produit de l'astral. Les convictions de l'homme ne sont d'aucune émanation intelligente. Et si les émanations dans l'homme sont de l'astral, il est évident que sa psychologie, son comportement humain, son état émotif, son état mental, son état physique, son état vital, est en fonction de cette situation. Et automatiquement, l'homme, bien qu'il apparaisse comme étant en santé, il est malade. Il s'agit qu'il y ait un choc dans sa vie pour déclencher une suite d'événements internes, intérieurs, qui l'amènent rapidement au lit de la mort. Ce n'est pas facile pour l'homme qui est prisonnier de son être-té de voir, de concevoir, de réaliser, de savoir son immortalité. Parce que pour savoir son immortalité, il faut déjà avoir l'esprit de l'intelligence. Non pas l'intelligence de l'esprit. Parce qu'un homme peut se faire fourvoyer dans l'intelligence de l'esprit si l'intelligence de l'esprit n'est pas l'intelligence de son esprit, mais l'intelligence d'un autre esprit qui est dans l'astral et qui lui parle d'immortalité. La même situation s'est produite avec une des grandes leaders du mouvement de la science cosmique. C'est l'homme lui-même qui doit savoir s'il est immortel, non pas le résultat d'une dictée venant d'ailleurs. Mais pour que l'homme lui-même sache son immortalité, il faut qu'il soit dans l'esprit de son intelligence et non pas seulement dans l'intelligence de son esprit. Parce que l'intelligence de l'esprit de l'homme lui donne facilement le besoin du désir de l'immortalité parce que tous les hommes cherchent depuis des siècles l'immortalité. C'est normal. Mais il faut que l'homme soit dans l'esprit de son intelligence pour savoir qu'il est immortel. Autrement dit, pour qu'il puisse lui-même, de par son esprit, entraver les lois planétaires qui causent la mortalité. Alors, l'immortalité de l'homme de la sixième race, ou l'immortalité de ceux qui vivront, ce retranchement entre la vie et la mort, ça fait partie de leur évolution. Ça fait partie de leur capacité de subir le choc vibratoire de l'énergie sur le plan mental, émotionnel, vital et physique, le déchirement. La destruction totale de la nostalgie dans l'homme pour qu'il puisse être totalement libre de son être-té, pour qu'il ne puisse plus avoir à se soucier philosophiquement ou psychologiquement de la valeur de sa personnalité. Et ce n'est que lorsque l'homme sera capable de se dissocier psychologiquement ou philosophiquement de la valeur ou spirituellement de la valeur de sa personnalité qu'il commencera à percevoir qu'est-ce que c'est de l'immortalité, qu'est-ce que c'est que ça veut dire être immortel. Et à ce moment-là, lui le comprendra. Et lui seul en sera conscient, et lui seul en sera l'expression dans la matière, non pas pour le bénéfice des hommes, non pas pour l'expression d'un success story, mais pour l'expression de sa puissance matérielle sur la matière, à cause du fait qu'il aura déjà construit dans les terres le double de son corps physique, qui lui donnera accès à toute la dimensionnalité du pouvoir de l'esprit, qui est l'expression sur le plan atomique du mental, émotionnel, vital et physique, du contrôle de la lumière sur la matière. Point break. Il y a un mécanisme de fond qui existe chez l'homme, que l'homme exploite très peu. Dans son expérience. Et ce mécanisme de fond-là, on pourrait lui donner un nom. On pourrait l'appeler le fil de l'intelligence.
Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Avez-vous déjà remarqué que on a l'impression en société, on a l'impression de souvent de ne pas savoir quoi dire. Pas savoir quoi dire, ça n'existe pas. Pas savoir quoi dire, c'est une illusion créée par le fait qu'on n'ose pas dire ce qu'on ne sait pas. Si on osait dire ce qu'on ne sait pas, on engendrerait le fil de l'intelligence. C'est tellement subtil, ça. C'est tellement subtil, ça. On n'a pas d'idée de sa subtilité. Comme là, moi, je vous parle, là. Je vous parle, je ne sais pas ce que je vous dis, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Mais je sais que je vais vous dire quelque chose. C'est comme il y a une partie de mon être qui force l'autre partie de mon être à parler. Mais pour pouvoir forcer une partie de l'être, ou pour qu'une partie de l'être force l'autre partie de l'être à parler, il faut être conscient de l'autre partie de l'être. Et si on est conscient de l'autre partie de l'être, à ce moment-là, on la force à parler et automatiquement, là, elle parle. Mais les hommes, eux, ont l'impression de n'être que d'une partie, de n'avoir qu'une partie. Autrement dit, les hommes ne sont pas assez schizophréniques. Si les hommes étaient un petit peu plus schizophréniques, dans un sens créatif, comme moi, je suis totalement schizoïde. Je suis totalement schizophrénique. Autrement dit, j'ai deux parties en moi qui fonctionnent, mais c'est une schizophrénie tellement bien agencée que ça devient une abnormalité intelligente. Et l'abnormalité intelligente, c'est créatif. Je suis totalement schizophrénique. Pas à rentrer à Seigneur de Dieu. Je suis bien trop schizophrénique pour rentrer à Seigneur de Dieu. Mais comme je suis parfaitement schizophrénique, comme je suis parfaitement séparé en deux, à ce moment-là, la partie schizoïde, qui est la plus puissante, celle qui est dans les terres, elle nourrit l'autre partie, qui est dans le matériel. De sorte que j'ai toujours quelque chose à dire. Mais on a peur d'être schizophrénique, parce que c'est pas bon être schizophrénique, d'après les textes. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur d'être schizophrénique? Parce qu'on a peur de réaliser qu'on l'est anyway. Et comme on a peur de réaliser qu'on l'est anyway, on ne peut pas on peut pas en bénéficier. On vit sur la peur d'être schizophrénique au lieu d'être content de l'être. Comprenez-vous? Si on était content d'être schizophrénique, on serait bien. On aurait une autre dimension dans notre vie, qui est le pouvoir de la conscience éthérique sur le plan matériel. Mais on a tellement peur d'être schizophrénique qu'on se bloque, qu'on se barre dans une particularité psychologique qui nous donne l'impression que c'est nous autres qui parlent. Ou qu'on parle à la mesure de notre être-té. Ou qu'on parle à la mesure de notre psychologie, de notre philosophie. On se donne simplement le droit d'inventer des formes anciennes puis réajuster. On appelle ça du langage. On n'est pas capable de se sentir suffisamment schizophrénique. Se sentir schizophrénique parfaitement, là, comme moi je le suis, c'est comme être capable là,
de se mettre au-dessus d'un précipice puis plonger dans l'eau en bas. Et pas s'inquiéter si on va y arriver ou si on y arrive pas. Autrement dit, parler, commencer à parler d'abord, là, puis suivre au fur et à mesure qu'on avance, puis voir ce qu'on peut dire, ce que l'autre partie en nous peut dire à l'autre partie extérieure. Il y a du monde qui vient me voir et ils me disent je ne sais pas quoi dire ou je suis gêné. Qu'est-ce que c'est être gêné? Être gêné, c'est être conscient un petit peu de notre schizophrénie, mais pas être assez intelligent pour en prendre davantage. La gêne, c'est une forme de schizophrénie. C'est la partie intérieure qui n'est pas capable de passer à travers la partie extérieure. C'est de ça que la partie extérieure est gênée parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose en dedans qui pousse ou qui retient, mais elle, ça crée un phénomène de gêne. C'est totalement schizophrénique, la gêne. Tous les hommes sont schizophréniques. Il y en a qui sont schizophréniques envers l'astral, puis il y en a qui sont schizophréniques envers l'intelligence. C'est la différence entre les deux schizophrénies. Moi, je suis schizophrénique envers l'intelligence au lieu d'être schizophrénique envers l'astral. C'est la seule différence. Mais le mécanisme est le même. Que tu sois conscient ou inconscient, tu as toujours deux personnalités. Une personnalité active et une personnalité créative. Si tu es inconscient, la personnalité active, elle est activée de l'astral. Puis si tu es conscient, la personnalité active, elle est activée de l'intelligence. Automatiquement, elle devient créative. Mais l'homme doit résoudre le problème. L'homme doit en arriver à ne pas avoir de personnalité active. Il devrait avoir une personnalité incréative. Une personnalité active, c'est en fonction de l'astral. Une personnalité active, c'est ça que je dis? C'est en fonction de l'astral. Tandis qu'une personnalité créative, c'est en fonction de l'éther. Et l'homme doit en arriver éventuellement à passer du stage de la personnalité active au stage de la personnalité créative. Mais pour que ça se fasse, ça prend une condition. Ça demande que l'homme soit capable de prendre conscience qu'il est un petit peu intelligent. Si tu n'as pas conscience d'être un petit peu intelligent, si tu n'as pas conscience d'être absolument un petit peu intelligent, ou si tu n'as pas conscience d'être un petit peu intelligent absolument, tu ne peux pas avoir accès à ce fil-là. C'est bon. Il faut que dans l'homme, il y ait un petit peu d'absolu. S'il n'y a pas un petit peu d'absolu, il ne peut pas avoir accès à ce fil-là. C'est une nouvelle forme de psychologie. Une nouvelle psychologie. Aussitôt qu'on est absolument conscient d'un petit peu d'intelligence, on devient intelligent un petit peu absolument. C'est correct, là? Et à partir de ce moment-là, on commence à construire un pont entre notre personnalité matérielle et notre personnalité éthérique, et on commence à sortir de notre être-té. C'est ça qui nous sort de notre être-té. Tu ne peux pas sortir de ton être-té si tu n'es pas conscient un petit peu absolument de ton intelligence et intelligemment conscient un petit peu de ton absolu. Tu ne peux pas. Tu as besoin de ça. C'est la clé pour te faire sortir de ton être-té. Aussitôt que tu sors de ton être-té, là, tu rentres de plus en plus dans ton intelligence. Autrement dit, la partie éthérique devient de plus en plus présente dans la partie manifeste de ta personnalité inconsciente ou ta personnalité matérielle. La plupart des hommes sur la Terre qui sont très, très intelligents, les grands scientifiques, les gens qui sont très, très créatifs, inconsciemment. Fugez. Oh bon. Les génies qu'on appelle. Ces gens-là sont très conscients de leur schizophrénie. Mais ils ne l'appellent pas comme ça. Ça rendrait réellement schizophrénique. Mais ils sont conscients qu'ils sont inspirés. Ils sont conscients qu'ils sont inspirés. Victor Hugo le savait. Inspiré. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur inspiration vient d'astral. C'est ça qu'ils réalisent. Mais un homme qui prend conscience
non pas de l'astral, mais de son intelligence dans l'éther, automatiquement prend conscience de son immortalité. Autrement dit, pour prendre conscience de son immortalité, il faut prendre conscience absolument d'un peu d'intelligence en soi qui vient de l'éther. Puis après ça, ben, c'est une affaire de temps, simplement. Parce que c'est la liaison entre l'éther et la matière. Tu n'as pas besoin d'avoir une grande capacité créative pour ça. Mais il s'agit d'en avoir une qui te suffit. Parce que l'homme est toujours à la mesure de son intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est toujours intelligent dans la mesure où il peut l'être. Ce qui veut dire que l'homme est toujours intelligent dans la mesure où il peut subir cette superimposition de l'éther sur sa personne physique. Fait que c'est pas combien l'homme peut parler avec le mot juste, autrement dit, combien l'homme peut transférer dans le matériel cette énergie qui compte. Mais c'est qu'il puisse le faire. S'il peut le faire, il le réalise. S'il le réalise, il perçoit en lui quelque chose qui est du domaine de l'immortalité, autrement dit, qui est du domaine du pouvoir de l'esprit sur son corps matériel, éventuellement. Ça le sort de l'être-té. Parce que dans le phénomène de l'être-té, il y a un cercle vicieux. C'est que quand on est dans l'être-té, on n'a jamais l'impression de sortir et de toucher à une partie réelle de soi-même. On touche toujours à des facettes, à des réflexions de nous-mêmes. Mais on ne touche jamais une facette réelle de nous-mêmes. De sorte que dans l'être-té, on n'a jamais le sentiment de l'absolu. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'absolu? Ça veut dire la connexion, le joint entre la finitude de la personnalité et l'infinité de la personnalité réelle. C'est ça, de l'absolu. C'est pas plus que ça. L'infinité de la personnalité réelle qui est dans l'éther et la finitude de la personnalité physique sur le plan matériel, le joint crée dans la conscience de l'homme l'absolu, autrement dit, crée cette condition d'esprit qui est inconditionnelle à quelque intelligence que ce soit. C'est inconditionnel à l'intelligence. Quand l'esprit de l'homme est devenu inconditionnel à l'intelligence, ça veut dire que l'homme n'est plus affecté par l'intelligence. Il n'est que dans l'esprit. Et l'intelligence n'est que la manifestation de l'esprit. Donc, l'intelligence n'a aucune valeur en elle-même. Quand l'homme commence à réaliser que l'intelligence n'a aucune valeur en elle-même, il n'est plus au niveau de sa personnalité liée à l'être-té. Parce que c'est l'être-té de l'homme qui donne de la valeur à l'intelligence. Si l'homme était en dehors de son être-té, il saurait très bien que de l'intelligence, ce n'est que de l'énergie, manifestée, codifiée, structurée dans des mots. Mais qu'en soi, de l'intelligence, ça n'existe pas. Que ce n'est que la manifestation de l'esprit sur un plan quelconque. Et si on commence à réaliser que de l'intelligence, ça n'existe pas, ça nous amène à deux réalisations. Ça nous amène à la réalisation que le sentiment qu'on a d'être intelligent fait partie de notre être-té. Il nous bloque de notre esprit automatiquement. Et deuxièmement, que l'intelligence qu'on a l'impression d'avoir n'est simplement qu'une manifestation graduée et graduelle du pouvoir de l'absolu sur la finitude de notre personnalité. Pour nous habituer petit à petit au cours des années à subir le choc de l'absolu sur notre personnalité, autrement dit, de nous amener éventuellement au cours des années à la fusion, qui est quoi? Qui est la liaison totale parfaite entre l'absolu et le particulier, ce qui crée la présence dans l'éther et dans la matière de l'absolu dans l'homme, qui rend l'homme automatiquement créateur, mais qui désinvestit complètement l'homme du besoin égocentrique, psychologique, philosophique, personnalisable de l'intelligent. L'homme n'a pas besoin d'être intelligent. Il a l'énergie de l'esprit qui crée ce qu'on appelle de l'intelligence. C'est subtil ce que je veux dire.
Mais nous autres, on est intéressés à être intelligents parce que être intelligent, ça nous sécurise. Parce que être intelligent, ça donne à notre être-té de la fixité dans notre mental et dans notre émotivité. Autrement dit, être intelligent, ça nous donne la mesure de notre succès mental. Il y a des gens qui ont du succès physique, mais ils n'ont pas de succès mental. Il y a des gens qui ont du succès mental, ils n'ont pas de succès physique. Tu vas voir un homme bien riche qui a bien de l'argent, mais qui n'est pas manifestement intelligent. Il va courber devant un professeur d'université. Puis le professeur d'université qui n'a pas une scène, il va courber devant l'homme riche. Alors, un a le succès mental, l'autre a le succès matériel. Et l'homme n'a pas besoin ni un ni l'autre une fois qu'il est dans son esprit. Parce que l'esprit créera l'intelligence dont il aura besoin pour avoir sur le plan mental l'énergie suffisante pour créer des formes qui lui amèneront sur le plan matériel l'abondance qu'il a besoin. Mais on est tellement habitué à vouloir être intelligent, et tant qu'on veut être intelligent, on ne peut pas être intelligent parce qu'on ne peut pas bénéficier de l'esprit tant qu'on est dans la mémoire de notre personnalité. Parce que la mémoire de notre personnalité sert à la transformation de nos émotions et de notre mental. C'est seulement quand ce travail-là est fait qu'à ce moment-là, on peut être dans la mesure de notre esprit. Autrement dit, être dans l'éther. Sans avoir besoin de mesurer la manifestation de l'éther à travers le mental et l'émotionnel et le physique. C'est notre expérience matérielle en fonction d'un produit social qu'on appelle le quotient. Et c'est devenu pour l'homme moderne un grand fardeau, ça. Parce que les hommes, aujourd'hui, sont rendus à un point où, s'ils n'ont pas une mesure quelconque de leur mentalité, ils se sentent petits. Ça, c'est une souffrance pour l'homme qui se conscientise. Jusqu'à temps qu'il ait dépassé ça. C'est une plus grande souffrance pour l'homme du 20e siècle que l'homme du 19e siècle, parce qu'au 20e siècle, c'est bien plus important le succès du mental et le succès du physique que ça l'était au 19e siècle. Parce que l'homme du 20e siècle a un mental beaucoup plus complexe que l'homme du 19e siècle, et ainsi de suite. Alors, plus le mental se complexifie chez l'homme, plus il retarde l'évolution de l'esprit, mais plus il permet la progression chez l'homme de la personnalité et de ses valeurs ambiantes, dont l'intellect. La raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est pour vous faire comprendre qu'il existe dans l'homme une dimension dont l'homme n'est pas conscient. Et cette dimension, qui est éthérique, doit un jour transpercer, superimposer sur la dimension matérielle. Et rendu à ce point-là, l'homme n'aura plus besoin d'investiguer quoi que ce soit par le biais de la connaissance raisonnée. Il créera tout ce dont il a de besoin pour détruire la fondation de la connaissance raisonnée afin d'élever la vibration de la forme mentale pour créer dans l'éther mental humain une vibration qui n'est pas assujettie à la mémoire, mais qui est totalement nouvelle, qui est totalement en fonction de l'évolution mentale de l'humanité. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme ne sera plus prisonnier de son être-té et qu'il pourra vivre dans la matière. Comme dans l'éther, mais parlons pour le moment de la matière, il pourra vivre dans la matière d'une façon totalement dégagée. Et ceci aura un effet, c'est que ceci changera le rythme pulmonaire. L'homme respire trop. Et la raison pour laquelle l'homme respire trop, c'est parce qu'il absorbe trop d'énergie astrale, qui est convertie en énergie mentale pour le bénéfice de maintenir dans sa vie matérielle une suffisance d'être-té qui, rendue énergétique, devient sur le plan mental, sur le plan émotionnel, ou sur le plan vital, ou sur le plan physique, un état d'esprit. L'homme se crée son propre état d'esprit. Et l'homme ne devra jamais se créer un état d'esprit
Parce que quand l'homme se crée un état d'esprit, il trouble son esprit pour le bénéfice de sa personnalité qui a besoin d'un état d'esprit pour pouvoir mesurer la valeur de son être-té qui lui donne conscience valoriellement de la dimensionnalité de la valeur de sa vie en fonction de la vie sociale ou de la vie des autres hommes. Donc, il ne vit pas sa vie en fonction de son intelligence, il vit sa vie en fonction des opinions mondiales. Donc, il neutralise son intelligence, il empêche que son intelligence devienne manifeste. Autrement dit, il empêche que son esprit crée sur le plan matériel des formes. Et c'est pourquoi l'homme ne peut pas vivre une vie sur le plan matériel qui est la manifestation totale de son épanouissement intérieur, qui est la manifestation de sa conscience éthérique sur sa personnalité matérielle. On se crée des états d'esprit. Et les états d'esprit qu'on se crée sont toujours en fonction de certaines inquiétudes. Parce que l'inquiétude est le ciment de l'état d'esprit. Si tu n'as pas d'inquiétude, ton état d'esprit est plus relax. Si tu as de l'inquiétude, il est plus tendu. Et il y a des gens qui vivent de l'inquiétude. Et pourtant, leur inquiétude n'est pas réelle. Elle est fictive. Elle a une désorganisation émotionnelle qui affecte leur mental et automatiquement qui crée de plus en plus le besoin de sentir un être-té. C'est pour ça que c'est dangereux de l'inquiétude. Parce que de l'inquiétude, ça amène l'homme à se créer de l'être-té pour se stabiliser mentalement et émotivement. Et s'il est capable de créer suffisamment d'inquiétude, il va automatiquement créer suffisamment d'être-té, mais totalement à l'envers. Tandis que s'il n'y a pas d'inquiétude pantoute, il ne sera pas capable de se créer d'être-té et vous allez réaliser dans vos expériences au cours des années que des fois, les forces qui vous ont créé des chocs pendant un certain temps, elles semblent se retirer. Et quand elles semblent se retirer, c'est comme si vous flottez. Puis quand vous flottez, vous n'êtes pas habitué à flotter. Ça qu'automatiquement, vous pensez ou vous avez l'impression qu'il ne se passe rien en vous. C'est pas qu'il ne se passe rien en vous, c'est qu'il y a une suspension en vous de l'inquiétude qui crée l'être-té. Vous n'êtes pas habitué à être sans être-té, fait qu'automatiquement, vous pensez que vous êtes en flottaison, que ça flotte. Puis vous autres, dans ce temps-là, vous pensez que c'est le fun. Ou vous pensez que vous n'êtes pas habitué à ça. Ou c'est un drôle de feeling. On est tellement peu habitué à ne pas vivre d'être-té que quand on commence à vivre à ne pas vivre d'être-té, on se demande qu'est-ce qui ne va pas avec nous autres. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on est habitué pendant des années à ce que ça n'aille pas. Fait que tout d'un coup, ça va, puis là, ça ne va pas. Parce que ça va pas. Quand ça n'allait pas, ça allait. Parce que ça n'allait pas. On est habitué à ce que ça n'aille pas. Tout d'un coup, ça ne va pas parce que ça va. Là, on est tout fucké. On n'est pas capable d'être intelligemment schizophrénique. Autrement dit, on n'est pas capable de bénéficier temporairement de l'absence d'être-té. Fait que la première chose qu'on fait, le lendemain, on se remet des pieds d'un problème. C'est même qu'on fonctionne. C'est comique, hein? Ils me disent, dans ma tête, on est des vraies mouches à moutarde, mais je sais ce qu'ils veulent dire. C'est pas des mouches à moutarde qu'ils veulent dire. Ils disent qu'ils sont polis aujourd'hui, il n'y a pas de place. Puis ça, ils disent parce qu'on se mêle toujours de leurs affaires. Tout le temps, on se mêle de leurs affaires, puis on se mêle de leurs affaires, puis on se mêle. Autrement dit, ils veulent dire qu'on veut, on met toujours dans notre vie de l'être-té. C'est comme ça. C'est pour ça que la vie, pour nous autres, c'est si difficile. C'est si simple. L'affaire du fil de l'intelligence. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler, moi, vous dire, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de parler? Parce qu'on cherche à dire quelque chose qui nous convient.
On n'est pas capable d'arriver devant un micro et dire quelque chose qu'on ne connaît pas, qui ne nous convient pas nécessairement, qui nous convient qu'après qu'on le dit. On veut être convenu de ce qu'on veut dire avant qu'on le dise. En Galipo, quand tu faisais des speeches, puis tu voulais préparer des speeches d'avant, l'ego, on veut convenir de ce qu'il veut dire avant pour pas faire d'erreur pendant la naissance de sexe. Mais tu t'es aperçu qu'à cette heure que tu fais des speeches sans te préparer, ça crée bien plus d'effets. C'est normal. Parce que quand on ne convient pas des speeches, là, à ce moment-là, c'est la partie intérieure de nous autres qui prend le contrôle sur la partie extérieure. Puis elle dit ce qu'elle veut. Là, à ce moment-là, t'es créatif. Mais on veut toujours convenir de ce qu'on veut dire. Ça, c'est devenu un mécanisme tellement foncier dans notre personnalité qu'éventuellement, on perd complètement la notion qu'on est capable de dire des choses qui ne nous conviennent pas avant le temps. Puis ça, on le perd au cours de l'éducation quand on est jeune. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est cute des enfants? Parce que les enfants ne conviennent pas de ce qu'ils disent. Ils disent. La partie en arrière, elle parle. La partie à l'extérieur, elle conduit. Puis il nous arrive des fois avec des choses intéressantes. C'est vrai, on rit, on dit c'est cute ce qu'il me dit. Mais aussitôt que le petit devient le moindrement intelligent, là, qui commence à réfléchir, là, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Là. Mandi à 13-14 ans de parler en public, là, il bafouille tout. Mais si tu demandes à 3 ans de parler en public ou à 5 ans de parler en public, il va me pas, je suis pas intéressé. Bonjour, papa. Il n'a pas convenu. Ça a sorti de même. Oui, c'est évident que si je convenais de ce que je vais dire, je ne ferais pas des grimaces de même. Je dirais, voyons, il faut que j'ai un peu de présence en public. Comprends? On fait ça constamment. Ils disent, c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'être conscient de notre intelligence. Fait que les gens qui ont l'impression de ne pas être intelligents, ou les gens qui ont l'impression de ne pas pouvoir parler, ou les gens qui ont l'impression de ne pas avoir la parole en bouche, c'est pas qu'ils n'ont pas la parole en bouche. C'est que ce qu'ils ont en bouche, c'est pas de la parole. C'est les convenances de la parole. C'est pour ça qu'ils n'ont pas parole. Ils veulent convenir d'avance de ce qu'ils veulent dire. C'est pour ça qu'ils perdent la parole. Quand ils disent, c'est pas de vos affaires, ce que vous dites. C'est pas de nos affaires. C'est très occulte, ça. C'est pas de nos affaires. Quand ils disent, c'est pas de nos affaires, notre vie, c'est très occulte. Il faut être bien conscient de l'autre partie de nous autres en arrière, qui est la partie réelle de nous autres en avant, pour convenir qu'effectivement, notre vie, c'est pas de nos affaires, que notre vie est l'autre bord, n'est pas ici. Mais c'est parce qu'on a l'impression que notre vie est ici qu'on développe la nuance, éventuellement, qui devient fossilisée avec les années, que c'est de nos affaires. Fait, automatiquement, on perd le contrôle de notre esprit. Et la partie en arrière de nous autres, qui est la partie réelle, ne peut pas communiquer avec la partie en avant. Alors, on vit une vie existentielle et on est prisonnier de notre être-té. On fait d'étranges choses. Moi, je ne peux pas parler, là, je vous regarde, là, j'attends de parler, mais toi, je viens de parler. Tu vois? Mais il y a une partie de mon esprit qui essaye de voir ce qu'elle va dire, là, parce que j'attends, là, voir ce que je vais dire. Et là, je parle. Je tiens votre attention pareil, même si je dis rien. Là, supposons que je veux dire quelque chose. Là, je veux dire quelque chose. Là, ça veut dire qu'il faut que je mette mon esprit au travers. Ça dépend de ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne le sais pas, mais il faut que je mette mon esprit au travail pareil. Fait que je vais vous dire quelque chose. Mais là, je ne le sais pas encore. Fait que là, c'est comme s'il y a un combat entre ma personne extérieure et la personne intérieure. Puis la personne extérieure, elle veut dire quelque chose, mais tu vois, elle dit quelque chose anyway. Mais supposons que la partie extérieure elle veut dire quelque chose de plus intéressant. Là, elle se mêle des affaires de la partie intérieure. C'est là notre erreur. Puis on fait ça constamment. Parce qu'ils disent qu'on est gêné de ce qu'on dit si c'est pas dit avec beaucoup d'énergie. Si c'est dit avec un petit peu d'énergie, on se dit « Ah, mais je n'ai pas parlé, ça n'a pas été bien intéressant après-midi. » Si on parle avec beaucoup d'énergie, là, la partie extérieure est plus contente parce que la partie intérieure, il a donné beaucoup de matériel.
Mais si la partie intérieure ne veut pas te donner beaucoup de matériel pour ajuster la partie, pour ajuster la partie extérieure à elle, d'abord, là, ça nous crée des tensions. Comment ça? Un poids vert, vous connaissez ça, un poids vert? Un poids vert, c'est une sphère qui contient des forces vitales suffisantes pour empêcher la croissance chez une poule. Si tu prenais une poule, là, puis tu prendrais tout le matériel d'un poids vert, puis tu mettrais ça dans son œuf, ça tuerait le poussin. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça, parler. Alors, automatiquement, tu apprends des affaires. Fait que s'il y en a un qui a des poules chez eux, qui prennent un poids, qui fassent une synthèse ou une analyse, qui prennent tout le matériel condensé, qui le mettent dans le cul de la poule, puis vous allez voir, ça va tuer là. Mais ils disent qu'on n'est pas habitué à parler. Parce qu'on veut toujours parler avec convenance. On ne laisse pas la partie en arrière de nous autres parler, dicter la partie en avant. C'est pour ça qu'on n'a pas de fun dans la vie, puis que quand on parle en public, on est tous sérieux. La vie, c'est tellement... Moi, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est la vie. Comme je commence à comprendre qu'est-ce que c'est de l'intelligence, je commence. C'est tellement subtil de la vie que quand on commence à le réaliser, on s'aperçoit de deux choses. Qu'on n'existe pas sur la Terre en fonction de notre personnalité, mais on existe sur la Terre en fonction de notre esprit. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à être bien sur la Terre et qu'on peut, à ce moment-là, commencer à construire sur la Terre des structures